Mes parents ont laissé 37 chaises vides à mon mariage parce que le fiancé et millionnaire de ma sœur organisait une fête plus chic de l'autre côté de la ville. Mais juste au moment où je coupais le gâteau, tous les téléphones de ma famille se sont mis à sonner comme si quelque chose de terrible s'était produit. Je connaissais le nombre exact de chaises vides. Je les ai comptées une par une, 37 chaises avec des housses en tissu blanc, pliées et lissées de mes propres mains la veille. Je les avais transportées dans le camion de Trevor, empilées sur la plateforme comme une blague sur l'optimisme. Nous les avions installées en rangée face aux fenêtres de la marina pendant que le soleil se couchait sur l'eau et que la lumière dorait tout. Et je m'étais tenu là, en jean et en vieux sweatshirt d'université, pensant, cela va vraiment être magnifique. Le lendemain, à 15h14, 29 de ces chaises étaient encore vides. Je connais l'heure exacte parce que j'ai vérifié mon téléphone juste après que Trevor m'a serré la main à l'hôtel. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il a juste serré, de manière stable et délibérée, comme il le fait quand il me demande de revenir dans la pièce. Trevor a grandi dans une maison où l'on gardait un visage impassible quoi qu'il arrive, et il est la meilleure personne que je connaisse pour enseigner cette compétence par simple proximité. Je suis revenu dans la pièce. Je l'ai regardé lui au lieu des chaises. Nous nous sommes mariés. Voici ce que vous devez comprendre sur ma famille avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite. J'ai 31 ans. Je suis auditrice principale en conformité financière depuis 6 ans. Et avant cela, j'ai passé 3 ans comme analyste junior à apprendre à trouver la distance entre ce que les gens prétendent et ce que les dossiers prouvent réellement. Je ne suis pas dramatique. Je ne suis pas rancunière. Je ne pleure pas devant les films. Et je n'ai jamais, dans ma vie d'adulte, utilisé l'expression « j'ai juste l'impression que » sans la compléter par une déclaration spécifique et vérifiable. Ma sœur Chloé a 26 ans. Elle est du genre de beauté que les gens remarquent de l'autre côté des parkings. Elle a les pommettes de ma mère et le rire de ma grand-mère. Et on ne lui a jamais, pas une seule fois dans sa vie, dit qu'elle ne pouvait pas avoir ce qu'elle voulait. Ni par nos parents, ni par le monde. Chloé a connu un échec ascendant depuis le jour où elle a compris que le bon sourire au bon moment vous mène plus loin que presque n'importe quelle quantité de travail. Je l'aime. Cette partie est importante. Je l'aimais à ce moment-là, même debout à mon propre hôtel à compter les chaises vides. Mes parents sont Linda et Gérald Marsh. Ma mère est une administratrice scolaire à la retraite qui gère sa vie sociale comme elle gérait son département, par le contrôle de l'information et l'accès stratégique. Mon père est un homme qui n'a jamais contredit ma mère en public et qui a fait la paix avec cela en privé. Il est gentil à la manière des gens qui confondent l'évitement des conflits avec la douceur. Et puis il y a Victor Salceto. Victor est apparu dans la vie de Chloé 14 mois avant mon mariage. Il est arrivé avec une BMW blanche, une garde-robe qui semblait nécessiter un styliste, et une carte de visite qui indiquait Salceto Group, développement côtier et solutions de logement fédéral. Il avait les cheveux noirs grisonnants sur les tempes, bien que j'ai découvert plus tard qu'il avait 34 ans. Il parlait des programmes de subvention fédérale comme les gens parlent de leurs propres accomplissements, couramment, avec confiance, sans hésitation. À Noël, il a appelé Trevor Monsieur Changement d'huile, non pas comme une blague, mais comme une catégorisation. Trevor est un maître mécanicien avec son propre garage et 22 ans de connaissances automobiles stockées dans ses mains. Et Victor l'a regardé par-dessus la table de la salle à manger de ma mère et a dit avec la chaleur particulière de quelqu'un qui pense être généreux, « Chloé me dit que vous êtes dans le secteur automobile. Tant mieux pour vous. Tout le monde a besoin de quelqu'un comme vous dans les parages. » Trevor a dit bien sûr et a demandé qu'on lui passe les petits pains. J'ai enregistré cela. Quand Trevor et moi avons annoncé notre date de mariage en janvier, la première question de ma mère a été de savoir si nous avions envisagé de la repousser à l'automne. La marina est tellement plus jolie en octobre, a-t-elle dit. Nous aimons avril, ai-je dit. Cela pourrait entrer en conflit avec des choses, a-t-elle dit. Pas quelle chose, juste des choses, comme une douce suggestion que notre calendrier était légèrement inconsidéré. Cela n'est entré en conflit avec rien pendant les 3 premiers mois. Nous avons envoyé les invitations en février. Nous avons reçu les réponses jusqu'en mars. Mes parents ont confirmé. Ma tante chérie l'a confirmé. Mes cousins Maya et Dro ont confirmé. Nous prévoyions 41 invités dans un restaurant de la marina que j'adorais depuis l'âge de 8 ans. Le genre d'endroit avec de larges fenêtres, des parquets en bois et une cuisine qui préparait du poisson entier rôti, du pain de maïs et du coblé aux pêches que ma grand-mère appelait le seul dessert pour lequel cela valait la peine de faire le déplacement.
Puis Chloé m'a appelé un mardi soir début mars. Victor veut faire la fête de fiançailles en avril, a-t-elle dit. Sa famille arrive de Barcelone. Cela doit être un week-end spécifique. J'ai eu un pressentiment dans l'estomac que j'ai reconnu. Le même sentiment que j'éprouve lorsque j'examine une déclaration financière et qu'un chiffre ne concorde pas. Pas assez faux pour être évident, juste assez faux pour tirer sur quelque chose. Quel week-end, ai-je demandé. Une pause. 2 secondes. 3. Le 19 avril, a-t-elle dit. Au Whitmore Club. Mon mariage était le 19 avril. Je le lui ai dit. Elle a dit qu'elle le savait. Elle a dit que la famille de Victor avait déjà confirmé son voyage. Elle a dit que le Whitmore avait un acompte non remboursable. Elle a dit ces choses à la suite, rapidement, comme si elle les avait répétées. Chloé, ai-je dit, je t'ai envoyé ton invitation il y a 6 semaines. Je sais, Audrey. Je sais. Mais c'est sa famille. Ils viennent d'un autre pays. Ce serait différent si c'était juste des gens locaux, mais tu peux voir que c'est une situation différente. Je ne pouvais pas voir cela. L'appel s'est terminé cordialement. C'est toujours le cas avec Chloé. Ma mère a appelé le lendemain matin. J'ai réfléchi au calendrier, a-t-elle dit, ce qui est la manière de ma mère d'ouvrir une conversation qu'elle a déjà terminée dans sa tête. Je pense que si nous reportions le mariage à... Nous ne reportons pas, ai-je dit. Audrey. Nous ne reportons pas, maman. Le silence qui a suivi n'était pas surpris. Il était délibéré. Ma mère utilise le silence comme d'autres personnes utilisent les phrases. La famille de Victor s'attend. La famille de Victor, ai-je dit, n'a pas répondu à l'invitation à mon mariage. Elle a dit qu'elle espérait que j'y réfléchirais. J'ai dit que je l'avais fait. Elle a dit qu'elle espérait que j'y réfléchirais plus sérieusement. Je ne l'ai pas fait. Les réponses ont commencé à s'inverser dans les 2 dernières semaines de mars. Pas toutes en même temps, une par une. Des cousins avec qui j'avais grandi. Des tantes qui m'avaient tenu à mon propre baptême. La meilleure amie de ma mère, Diane, qui avait apporté des lasagnes chaque fois que quelqu'un dans notre famille tombait malade, que j'avais connue toute ma vie. Chacune avec une petite variation de la même explication. Un conflit est survenu. Nous sommes vraiment désolés. Nous célébrerons avec vous bientôt. Au 1er avril, et j'ai noté la date sans humour, 26 de mes 41 invités s'étaient désistés. Le côté de Trevor est resté au complet. Chacune de ces personnes a confirmé, s'est présentée, a mangé du barbecue, a bu de la bière fraîche, a trinqué et a applaudi. Sa mère, Pauline, a conduit 4 heures depuis la Géorgie avec un chapeau d'église qui était techniquement destiné à Pâques, mais qu'elle portait avec l'autorité d'une femme qui a décidé que le bon chapeau transcende l'occasion. Mon côté de la liste des invités ressemblait à quelque chose qui avait été effacé. Je n'ai pas pleuré à ce sujet. Je veux être clair là-dessus. Je l'ai traité comme je traite une anomalie financière. Je l'ai noté. Je l'ai suivi. J'ai documenté mes sentiments à ce sujet dans un journal à 6 heures du matin, le matin de mon mariage, assise à la table de la cuisine avec un café pendant que Trevor dormait. 37 chaises, 29 d'entre elles seront probablement vides. Ma famille a choisi une fête. Je choisis Trevor. Ces 2 faits peuvent coexister. Puis j'ai fermé le journal et je suis allé me coiffer. La cérémonie a duré 18 minutes. Notre célébrant était un homme nommé Révérend Al Kowalski, 63 ans, semi-retraité, recommandé par l'oncle de Trevor, qui avait célébré plus de 200 mariages et qui avait la présence calme et posée de quelqu'un qui avait vu toutes les manières possibles dont une cérémonie pouvait se dérouler. Et qui avait fait la paix avec toutes. Il portait un bon costume, et il s'était préparé. Et quand il a parlé de ce que signifiait choisir une personne, non pas au sommet de l'euphorie, mais en pleine connaissance de la vie ordinaire, j'ai senti la main de Trevor se resserrer sur la mienne. Je n'ai pas regardé les chaises. Presque pas. Je les ai regardées. J'ai compté automatiquement, comme je compte les choses. 29. Des housses en tissu vide, blanches et immobiles. La lumière de la marina tombait sur elle comme elle tombait sur tout le reste. Égale, indifférente, propre. Puis j'ai regardé à nouveau le révérend Kowalski et j'ai prononcé mes vœux. Madame Donnelly, la voisine,
était assise au premier rang du côté de Trevor, son déambulateur plié à côté de sa chaise, et un chapeau qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion, rose avec une petite fleur en soie. Et elle a pleuré pendant les vœux, avec les sanglots ouverts et sans gêne de quelqu'un qui est assez âgé pour savoir que l'amour bien fait mérite vraiment des larmes. J'ai failli craquer à ce moment-là, non pas de tristesse, mais d'autre chose. Nous avons mangé à de longues tables sur la terrasse. La cuisine a servi le poisson entier rôti, le pain de maïs et le coblé aux pêches. Et le cousin de Trevor, Marcus, a porté un toast qui a techniquement duré 20 minutes et était techniquement aussi une critique humoristique et contenait techniquement au moins 4 histoires que Trevor lui avait spécifiquement demandé de ne pas raconter. Et tout le monde a ri jusqu'à ce que Madame Donnelly doive poser sa fourchette. Nous coupions le gâteau. La main de Trevor sur la mienne sur le manche. La fleur en sucre sur ma part, une petite jaune, pochée par la femme de la boulangerie d'Eastport, qui m'avait posé environ 47 questions sur les profils de saveurs et avait ensuite produit quelque chose qui justifiait chacune d'entre elles. Mon téléphone s'est allumé sur la table à côté de moi. Je ne l'ai pas remarqué la première fois. Je l'ai remarqué la seconde. À la troisième, Trevor lisait par-dessus mon épaule, et à ce moment-là, il y avait déjà 5 appels manqués et un SMS de ma mère qui disait « Audrey, réponds à ton téléphone. C'est un désastre. Appelle ton père maintenant. Chloé est hystérique. » Pas de félicitations. Pas de nous sommes vraiment désolés de l'avoir manqué. Juste désastre. Appelle maintenant. Trevor l'a lu. Il a posé le téléphone face contre table sans un mot et il m'a tendu le couteau à gâteau. « Veux-tu la part avec la fleur en sucre » a-t-il dit. Je l'ai regardé. Oui, ai-je dit. Il l'a coupé pour moi. Voici ce que ma famille ne savait pas. 3 semaines avant le mariage, Trevor est rentré à la maison avec un dossier. Il l'a posé sur la table de la cuisine pendant que j'examinais un audit trimestriel, et il s'est assis en face de moi et a posé ses 2 mains à plat sur la surface comme il le fait quand il a quelque chose de difficile à dire et veut le dire sans préambule. « Il faut que tu regardes quelque chose » a-t-il dit. Le dossier contenait des factures, 3 d'entre elles, pour un total de 42 000 $, émises par un entrepreneur nommé DHP Pacific Solutions à une entité de développement appelée Salceto Group pour la main-d'œuvre et les matériaux sur 3 projets de rénovation côtière dans le comté de San Diego. Mon nom n'y figurait pas. Celui de Trevor y était, son nom légal complet, son numéro d'identification fiscale professionnelle, sa licence d'entrepreneur, qu'il détient pour les travaux sur véhicules, pas pour la construction, appliquée à des permis de rénovation qui n'existaient pas. Pour des projets financés par des subventions fédérales qui n'existaient que sur le papier. Victor Salceto avait utilisé l'identité de Trevor pour légitimer 42 000 $ de facturation frauduleuse. Il avait volé un homme qu'il appelait Monsieur Changement d'huile parce qu'il avait regardé Trevor et avait calculé correctement que Trevor ne verrait jamais cela venir. Il s'était trompé sur la deuxième partie. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant environ 90 secondes sans parler. Puis j'ai dit, sors tout ce que tu as. Nous allons avoir besoin du week-end. Le programme de subvention fédérale au logement que Victor exploitait s'appelait l'Initiative de revitalisation du logement des vétérans côtiers. Un vrai programme, financé au niveau fédéral, administré par le bureau régional du HUD à San Diego. Je le sais parce que j'ai passé 4 heures le samedi matin à lire la documentation du programme, les registres de décaissement des subventions et le registre des entrepreneurs. La société de Victor, Salceto Group, avait demandé une certification de fournisseur dans le cadre du programme en utilisant une adresse enregistrée qui était, et je veux que vous compreniez, je ne fais pas d'éditorial, je rapporte une constatation documentée. Une boîte postale dans un magasin UPS à côté d'un salon de manucure à bas prix sur Miramar Road. Pas de bureau physique, pas de répertoire du personnel, pas de photos de projet, pas de dossier d'inspection, pas de licence d'entrepreneur dans aucun comté de Californie pour des travaux de construction ou de rénovation. Ce qu'elle avait, 3 ans de demande de subvention, 17 décaissements approuvés, un total courant, d'après les dossiers que j'ai pu consulter, d'environ 340 000 $ de fonds fédéraux versés à une boîte postale. J'ai sorti l'enregistrement de la société. Salceto Group était une LLC californienne déposée en 2021. Gérant listé, Victor A. Salceto. Agent enregistré, un cabinet de services juridiques du centre-ville de San Diego qui fournit des services d'agent à environ 4000 entités et n'a aucune connaissance d'aucune d'entre elles. Puis je suis allé plus loin. Les entrepreneurs listés sur les demandes de subvention n'existaient pas tous.
Certains existaient. De vraies petites entreprises avec de vraies adresses dont les noms avaient été empruntés et dont je soupçonnais que les dirigeants n'avaient aucune idée qu'ils étaient listés comme participants à un programme fédéral. Trevor était l'un d'eux. DHP Pacific Solutions en était un autre. J'ai trouvé 4 noms au total dont les qualifications avaient été jointes à des projets sans autorisation apparente. Le dimanche après-midi, Trevor et moi avons imprimé 112 pages et avons constitué le classeur, enregistrement de la société écran, contrat de location de la boîte postale UPS, demande de subvention avec des qualifications d'entrepreneur falsifiées. Comparaison de signature entre la signature connue de Victor et les autorisations falsifiées sous le nom de Trevor, registre de décaissements fédéraux contre 0 permis de construire. Une vérification de licence d'entrepreneur confirmant que Trevor ne détenait aucune licence applicable et n'en avait jamais demandé. Trevor l'a apporté au bureau du FBI à Sorrento Valley le lundi matin. Il a parlé avec l'agent spécial Renata Claflin, 11 ans dans la criminalité en col blanc, qui a accepté les documents, a donné à Trevor un numéro de référence de dossier, et lui a dit que le processus d'examen durait généralement de 4 à 6 semaines. Il a duré 3. Nous le savons parce que l'après-midi du 19 avril, le jour de notre mariage, l'arrestation a eu lieu au Whitmore Club pendant la fête de fiançailles de Chloé. Nous n'avions pas planifié le moment. Nous avons soumis le dossier quand nous l'avions. Le FBI a agi quand ils étaient prêts, mais j'avouerai que je ne me suis pas senti coupable de la superposition. Le lendemain du mariage, ma famille est arrivée à notre porte à 8h47 du matin. Ma mère portait encore la robe de la fête, en soie bleu marine légèrement froissée au niveau de la jupe. Mon père portait son bon blazer avec le col ouvert, les yeux rouges sur les bords. Il manquait un talon à Chloé, du mascara avait coulé jusqu'à sa mâchoire, ses cheveux qui avaient été arrangés de manière élaborée la veille étaient maintenant à moitié relevés et penchaient vers la gauche. Trevor a ouvert la porte. Il les a regardés un instant, puis il s'est écarté et les a laissés entrer. Il n'a pas offert de café. Il a croisé les bras et s'est tenu près de l'embrasure de la cuisine et n'a rien offert du tout. Ma mère a commencé à parler avant d'avoir complètement franchi le seuil. « Audrey, nous devons parler de ce que tu as fait. »« Bonjour, ai-je dit. » Elle s'est arrêtée. « Bonjour, ai-je répété. »« Comment était la fête ?» Mon père a regardé le sol. Chloé a parlé la première, ce qui m'a surprise. Elle est généralement la dernière. Elle observe de quel côté la pièce penche avant de parler, mais elle est entrée rapidement, juste devant ma mère, et elle s'est tenue devant moi, les bras croisés et la mâchoire serrée, et elle a dit, « C'est toi qui as fait ça. Tu étais jalouse. Tu ne pouvais pas supporter que j'épouse un millionnaire alors que tu te contentais d'un mécanicien, alors tu as trouvé un moyen de tout faire sauter le soir de mes fiançailles. Tu ne pouvais même pas me donner une seule soirée, Audrey. » Elle l'a dit avec une réelle conviction, le genre qui signifie qu'elle y croyait avant de le dire. Je l'ai laissé finir. Puis je me suis dirigé vers mon bureau. Le classeur noir était exactement là où je l'avais laissé. J'avais tiré une deuxième copie pour mes propres dossiers avant que Trevor ne livre l'original. Je l'ai pris, je l'ai ramené, je l'ai posé sur la table basse et je l'ai ouvert à la première section à onglets. Ceci est l'enregistrement de la société Salceto Group HD. Adresse enregistrée, magasin UPS, Miramar Road. Pas de bureau physique, pas de personnel, pas d'actifs. Ma mère a émis un son. J'ai tourné la page. Ce sont les demandes de subventions fédérales déposées dans le cadre de l'initiative de revitalisation du logement des vétérans côtiers. 17 décaissements approuvés sur 3 ans, totalisant environ 340 000 $. Voici les adresses des projets. Voici les registres de permis, ou plutôt leur absence. 0 permis, 0 inspection, 0 travail documenté. Chloé s'était immobilisée. Celle-ci, ai-je dit en passant au 3e onglet, sont 3 factures totalisant 42 000 $ émises sous le nom légal de Trevor, son numéro d'identification fiscale et son numéro de licence d'entrepreneur. Trevor est un maître mécanicien. Il n'a jamais détenu de licence d'entrepreneur en construction en Californie. Il n'a jamais été un fournisseur pour le Salceto Group. Il n'a jamais signé ses documents. J'ai regardé la page de comparaison des signatures pendant un instant. Notre analyste en écriture, une experte indépendante en documents judiciaires nommée Brianna Park, avait produit un rapport de 3 pages avec des comparaisons côte à côte et une conclusion de falsification hautement probable. Et puis je l'ai dit devant Chloé. Elle ne l'a pas regardé. Elle me regardait moi.
Je suis passé au dernier onglet. Ceci est un relevé bancaire, ai-je dit. Le compte est à mon nom. Les transactions montrent 15 000 $ retirés en 2 paiements distincts en décembre et février. Ces retraits n'ont pas été effectués par moi. Les mains de ma mère s'étaient arrêtées de bouger. Chloé l'a regardé, puis de nouveau moi, puis de nouveau elle. Tu as dit que les parents de Victor avaient viré la compte, a dit Chloé. Sa voix était devenue plate et étrange. Ma mère n'a rien dit. Maman. Chloé a fait un pas vers elle. Tu as dit que la compte du Whitmore venait de la famille de Victor. Tu as dit que sa mère avait insisté pour payer. Les mains de ma mère se sont levées. Un petit geste involontaire. Paume vers l'extérieur. Le genre de geste que les gens font quand ils sont sur le point d'expliquer quelque chose qu'ils savent indéfendable. La fête devait être parfaite, a-t-elle dit. Tu devais faire la bonne impression sur sa famille. J'allais le rembourser. C'était seulement temporaire. Tu as pris de l'argent sur mon compte, ai-je dit. J'allais. Tu as accédé à mon compte sans ma permission, et tu as retiré 15 000 $ pour financer une fête de fiançailles pour un homme qui dirigeait un schéma de fraude fédérale. La pièce était très silencieuse. Mon père s'est assis sur le canapé sans qu'on le lui demande. Il a mis son visage dans ses mains. Victor a été arrêté hier soir, ai-je dit. Au Whitmore Club, devant sa famille, devant la vôtre. Je suppose que c'est de cela qu'il s'agissait dans les appels téléphoniques. J'ai fermé le classeur. Chloé a émis un son que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant. Pas exactement un sanglot, plutôt quelque chose qui s'effondrait intérieurement. Elle s'est assise sur la chaise près de la fenêtre, a mis ses mains sur son visage et a respiré très soigneusement, inspirant et expirant, comme le font les gens quand ils essaient de maintenir la forme d'eux-mêmes. Ma mère a dit, Audrey, tu dois comprendre. J'ai pensé, je comprends. Je comprends ce que vous avez pensé, ai-je dit. Vous avez pensé que Victor était un millionnaire et que j'épousais un mécanicien. Vous avez pensé que les attentes de sa famille importaient plus que la date de mon mariage. Vous avez pensé que mon argent était disponible pour vos priorités. Vous avez pensé ces choses pendant longtemps. J'ai su que vous les pensiez. Je vous ai laissé l'espace pour les penser, mais nous avons dépassé cela maintenant. Mon père a levé les yeux de ses mains. Audrey, a-t-il commencé. Papa, ai-je dit, pas méchamment. Pas maintenant. Il a hoché la tête. Il a de nouveau regardé ses mains. Chloé a baissé les siennes. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a regardé ma mère. Quelque chose sur son visage avait changé, s'était réarrangé, comme des meubles déplacés dans une pièce que l'on croyait connaître. Et puis elle a dit la chose à laquelle je ne m'attendais pas. Dis-lui, a-t-elle dit. Ma mère a levé les yeux. Dis-lui le reste, a dit Chloé. Sa voix était calme, plate et entièrement certaine. J'ai regardé ma mère. Les mains de ma mère tremblaient. Quel reste, ai-je dit. Le reste a mis 40 minutes à sortir. Pas tout d'un coup. Par fragments, avec de longs silences entre eux, de la manière dont les dommages structurels se révèlent. D'abord une fissure, puis l'étendue de ce à quoi la fissure est connectée. Ma mère avait rencontré Victor 6 mois avant Chloé. Pas socialement. Victor était venu à elle par l'intermédiaire d'une recommandation de quelqu'un de son ancien conseil scolaire, un homme nommé Dal Richter, qui avait présenté les services de conseil en subvention du Salceto Group aux institutions publiques à la recherche de fonds fédéraux pour le logement. Ma mère, retraitée mais toujours connectée, avait assisté à 2 présentations. Elle avait trouvé Victor charmant et crédible. Elle lui avait donné les coordonnées du planificateur financier de ma grand-mère. Ma grand-mère, décédée en 2019, dont la succession avait été partiellement gérée dans un trust dont j'étais nommée co-exécutrice. Victor avait contacté ce contact avec une proposition. Le contact, Elmore Greer, un planificateur successoral de 71 ans qui connaissait notre famille depuis 30 ans et qui faisait confiance à la recommandation de ma mère, avait transmis, non pas des numéros de compte, mais suffisamment d'informations structurelles sur le trust pour que Victor ait pu les utiliser dans des demandes de fraude ultérieures comme pièces justificatives. Je suis resté assise avec ça un moment, le trust de ma grand-mère. Ma grand-mère, qui avait économisé soigneusement pendant 40 ans et laissé derrière elle une succession gérée avec précision, dont des parties étaient sous ma responsabilité légale. Savais-tu ce qu'il était, ai-je demandé. Non, a dit ma mère.
Pas à ce moment-là. Pas entièrement. Pas entièrement, ai-je répété. Il était si. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Il était si confiant, et Chloé était heureuse. Elle était plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Et ses projets semblaient réels. Le programme de subvention était réel. J'ai vérifié. Le programme de subvention est réel, ai-je dit. C'est l'architecture de la fraude, maman. Tu utilises une infrastructure réelle, de vrais noms de programmes, de vraies sources de financement. Tu construis le mensonge à l'intérieur de quelque chose de vrai pour que, lorsque les gens vérifient, la première couche qui le regarde confirme. C'est la construction de base d'une fraude. Elle m'a regardé. Je sais, ai-je dit. J'ai passé 25 ans à faire cela pour gagner ma vie, et tu lui as donné accès à la documentation de la succession de grand-mère sur la base d'une recommandation d'une connaissance du conseil scolaire. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné vers Chloé. Quoi d'autre? Chloé s'est levée de la chaise. Elle est restée silencieuse un moment. Le silence particulier de quelqu'un qui décide de la quantité de vérité à déployer. Il m'a posé des questions sur ton travail, a-t-elle dit. Au tout début, Jean, le premier mois où nous étions ensemble. Il m'a demandé quel type d'audit tu faisais, avec quelles entreprises tu travaillais, si tu faisais parfois des contrats gouvernementaux. Je suis resté très immobile. Je lui ai dit. Je pensais qu'il faisait juste la conversation, qu'il s'intéressait à la famille. Elle a fait une pause. Il n'en a jamais reparlé. J'ai pensé aux factures falsifiées. Le nom de Trevor, pas le mien, pas celui de mon entreprise. Une déviation intelligente. Utiliser la personne du foyer la moins susceptible de surveiller les bases de données des contrats fédéraux, mais se laisser une porte de sortie hors de portée de la seule personne qui saurait réellement quoi chercher. Il nous avait cartographiés. Il nous avait cartographiés et avait construit autour de nous. Et il avait quand même mal calculé parce qu'il avait regardé Trevor et vu Monsieur Changement d'huile. Et il m'avait regardé et avait vu une auditrice en conformité qui pourrait causer des problèmes. Et il n'avait jamais, pas une seule fois, envisagé la possibilité que Trevor remarquerait, ou que lorsque Trevor remarquerait, il me l'apporterait. Ou que je construirais un dossier fédéral de 112 pages en un week-end et le ferais livrer au FBI avant que les fleurs n'arrivent pour la fête de fiançailles de Chloé. Il nous avait regardés tous les deux et avait complètement manqué ce qui le regardait. L'agent spécial Renata Claflin a appelé Trevor le lundi, 3 jours après notre mariage, pour l'informer que Victor Salceto avait été mis en examen pour des accusations fédérales, fraude électronique, usurpation d'identité et utilisation frauduleuse de programmes de subvention fédérale. L'affaire n'impliquait pas seulement les 3 factures liées à l'identité de Trevor, mais un schéma plus large de contrats frauduleux impliquant 7 fournisseurs dans 4 comtés, totalisant environ 340 000 $ de fonds fédéraux détournés. Victor a été maintenu en détention sous une caution de 750 000 $. La BMW blanche avait déjà été saisie. 2 semaines plus tard, l'agent Claflin a rappelé, cette fois concernant Elmore Greer et la documentation du trust de la succession. Victor avait en fait utilisé la structure du trust de notre famille comme pièce justificative dans 2 demandes de subvention, spécifiquement comme preuve de soutien financier pour une entité de développement partenaire. Le trust lui-même n'avait pas été accédé ou utilisé, mais la documentation avait été falsifiée et soumise à une agence fédérale. Cela en faisait une affaire pour nous, spécifiquement pour moi en tant que co-exécutrice. J'ai engagé une avocate spécialisée en succession nommée Patricia Vance qui pratiquait le droit des successions et des trusts dans le comté de San Diego depuis 19 ans et qui a examiné la situation avec le calme particulier de quelqu'un qui a vu toutes les variétés de tromperie humaine et trouve cela professionnellement intéressant plutôt qu'émotionnellement pénible. Elle a déposé les notifications appropriées. La succession a été formellement dissociée des demandes frauduleuses. Elmore Greer, qui était dévasté et coopérait pleinement, n'a pas été inculpé. La documentation que Victor avait utilisée a été formellement annulée. La succession de ma grand-mère est restée intacte. Quant aux 15 000 $, ma mère les a remboursés. Pas volontairement, exactement, mais pas non plus entièrement sous la contrainte. C'était plus comme si elle avait vu la forme complète de ce qu'elle avait fait, et elle était ma mère. Et malgré tout, elle ne voulait pas être la femme qui a volé sur le compte d'urgence de sa propre fille pour financer la fête de fiançailles d'un suspect de fraude fédérale. Elle l'a remboursé par virement dans la semaine. Nous n'en avons plus parlé. Pas encore. Je veux vous dire ce que j'ai ressenti,
debout dans ce salon, pendant que les mains de ma mère tremblaient et que Chloé disait « Dis-lui le reste ». Je veux vous dire que je me sentais vengée ou juste ou froide. Ce sont les émotions qui ont un sens narratif, celles qui bouclent la boucle. Ce que j'ai réellement ressenti, c'était de la fatigue. Pas une fatigue dramatique. Pas la fatigue de l'héroïne épuisée de quelqu'un qui a mené une guerre. Juste la fatigue ordinaire de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à être sous-estimé par les gens qu'elle aime, qui a construit une vie soignée et substantielle dans les marges d'une famille qui a toujours été plus intéressée par la version du succès qui se photographiait bien. Je me sentais fatigué. Et puis Trevor est apparu dans l'embrasure de la cuisine. Il avait fait du café sans qu'on le lui demande, sans commentaire. Il a posé une tasse sur le comptoir près de moi, a pris la sienne, s'est appuyé contre le cadre de la porte et il a regardé ma famille avec l'attention patiente et peu impressionnée d'un ancien marine qui a vu bien pire qu'une famille s'effondrant dans un salon. Mon père l'a regardé. « Je suis désolé, a dit mon père. À propos de tout ça. Votre nom, votre entreprise. Je suis désolé que nous n'ayons pas été. Il s'est arrêté, a essayé à nouveau. Je suis désolé que nous n'ayons pas été là. Trevor l'a regardé un moment. D'accord, a dit Trevor. Pas le pardon, pas le rejet, juste d'accord. La porte reste ouverte. Revenez quand vous le penserez plus que vous ne le pensez en ce moment. Mon père a hoché la tête comme s'il comprenait exactement ce que cela signifiait. Je n'ai pas de fin bien nette pour vous. Je pourrais vous dire que nous nous sommes complètement réconciliés. Que ma mère a compris, que Chloé et moi sommes plus proches que jamais. Que la famille s'est reconstruite en quelque chose de mieux. Une partie de cela est vraie. Une partie est encore en cours. Ma mère et moi nous parlons régulièrement. Elle ne prétend pas que les chaises n'étaient pas vides. Et je ne prétends pas que l'argent était la seule chose qui comptait. Nous y travaillons, soigneusement. De la manière dont on travaille sur quelque chose qui était cassé avant que l'on ne remarque qu'il était fissuré. Chloé n'a porté aucune accusation contre Victor. Elle n'en avait pas besoin. L'affaire fédérale était suffisante sans elle. Elle a déménagé à Portland en juillet. Elle m'envoie parfois des SMS le dimanche. Des choses courtes. Des liens vers des articles qu'elle pense que je trouverais intéressants. Une photo d'un sentier de randonnée la semaine dernière, sans légende. Nous sommes en train de découvrir ce que nous sommes l'une pour l'autre maintenant que ce que nous étions avant a été démonté. Victor Salceto a plaidé coupable en novembre. Les directives fédérales de détermination de la peine suggéraient une fourchette de 4 à 7 ans. Il ne purgera pas cette peine dans une prison dorée. La BMW blanche a disparu. Et un mardi soir à la fin du printemps, un jour sans signification particulière, Trevor et moi étions assis sur notre porche arrière avec un dîner du restaurant de tacos sur Garnet, et la lumière devenait dorée sur la clôture du voisin. Et il me racontait quelque chose à propos d'une Mustang de 1967 qui était arrivée au garage. Un problème avec le bloc moteur qui l'intéressait vraiment, et je regardais son visage pendant qu'il parlait. Il a remarqué que je le regardais. « Quoi » a-t-il dit. « Rien » ai-je dit. Il m'a regardé avec ce regard particulier de Trevor, patient, un peu amusé, et pas dupe. Je pensais juste, ai-je dit, que j'ai eu la bonne part. Il y a réfléchi une seconde. La fleur en sucre, a-t-il dit. La fleur en sucre, ai-je dit. Il m'a tendu la moitié de son taco. 37 chaises. Je ne les compte plus.